L'une des importantes leçons que j'ai apprises dans la vie est que vous n'allez jamais aider quelqu'un à réussir à moins que cette personne elle-même veuille profondément réussir. Je le dis parce que nous sommes dans une culture de l'aide et de l'entraide dans nos pays africains. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de personnes qu'on passe le temps à aider ne réussissent jamais? Dans cette vidéo, je vais vous donner des exemples concrets dans ma famille et dans ma vie qui m'ont convaincu de ce qu'il ne faut pas perdre de temps avec des personnes qui ne veulent pas progresser et réussir. C'est catégorique peut-être, mais c'est mon expérience. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business parce que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à partager massivement les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up SUV, berline, en fonction de votre budget. Si vous cherchez plutôt un appartement de très bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut dans la barre de description. Vous avez le lien pour pouvoir réserver votre place. Si vous cherchez un espace de travail, nous avons un coworking désormais pour pouvoir vous permettre de travailler seul, en groupe, faire des réunions ou même simplement disposer d'un endroit pour faire une dédicace de livres. Bref, contactez-nous là aussi. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent faire du business en Côte d'Ivoire, sachez que désormais nous vous donnons la possibilité d'être partenaire VTC avec nous. Si vous avez un véhicule ou deux que vous voulez lancer dans le domaine du VTC, nous vous proposons de devenir commercial et travailler avec nous. Le deal est simple. Vous ramenez des véhicules VTC, nous les intégrons à notre flotte et nous vous faisons bénéficier de pas mal d'avantages. Pour en savoir plus, là aussi, un numéro s'affiche. Alors, comme dans beaucoup de familles africaines, moi j'ai grandi dans une maison dans laquelle il y avait permanemment des enfants, donc les tantes, qui vivaient avec nous au quotidien. Il était considéré dans la famille que mes parents avaient un peu plus de moyens et donc, en réalité, les autres parents dans la famille envoyaient leurs enfants chez nous. C'est comme ça qu'on a eu deux tantes, parce qu'en fait, moi, c'était vraiment des grandes tantes, qui sont venues vivre avec nous et qui devaient aller au collège. Donc, je pense qu'elles devaient déjà être en 4e, 3e, quelque chose comme ça, et qui ont vécu avec nous pendant pratiquement 4-5 ans. Et j'ai le souvenir que de tous les enfants qu'on a vu passer à la maison, ces deux filles-là, parce que c'était des sœurs qui avaient à peu près, je crois, 1 ou 2 ans d'écart, ces deux filles-là ont causé le plus de fil à tordre à mes parents. C'était deux filles très belles, mais vraiment très, très, très belles, physiquement impeccables, et qui avaient malheureusement fait le choix de tout miser sur leur beauté et pas dans leurs études. Mes parents nous avaient donné le même niveau de chance à l'école. Elles avaient, je crois, 2-3 classes au-dessus de moi quand elles sont arrivées. Et quand elles repartaient, on était quasiment tous au même niveau scolaire parce que je les avais rattrapées entre-temps. C'était deux demoiselles qui, puisqu'à l'époque, quand ça arrivait, elles étaient encore adolescentes, on va dire 16-18 ans. Elles avaient déjà commencé à prendre un peu de retard dans leur scolarité. Et quand elles sont arrivées donc chez nous, ma mère avait la réputation dans la famille d'être la personne qui redresse les enfants qui sont recalcitrants. Quand tu vis chez nous, c'est école, école, école. On vivait au rythme de l'école. Il n'y a pas de tu vas t'amuser à gauche, à droite. Si tu veux t'amuser, c'est là, en bas dans la cour, tu finis de jouer, tu rentres à la maison, école, école, école. Donc les parents ont envoyé ces deux filles-là chez nous en espérant que ma mère fasse un miracle. Mais le miracle était difficile parce que c'était deux filles qui avaient déjà goûté à la vie. C'était deux filles qui connaissaient déjà un peu les garçons et qui étaient dans une phase dans laquelle elles étaient difficilement malléables. Contrairement à moi qui étais beaucoup plus petit, même si moi aussi je commençais déjà à donner du fil à retordre, mais pas au même niveau. Et ce n'était pas les mêmes types de problèmes. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi ma mère était aussi dure avec elles, notamment quand il s'agissait de sorties. Ma mère ne voulait pas qu'elle discute avec des garçons. Vous savez bien évidemment qu'en Afrique, les histoires de copains-copines, là, ça n'existe pas. Hein. Quand tu as tes copains-copines, tu te caches. Il n'y a pas de « je viens présenter mon copain à mes parents ». What? Non, il n'y a pas de présentation de copains. Tu te caches. Et donc, les deux avaient chacun un copain, enfin des copains qu'elles avaient à l'école, tout ça. Mais ça s'arrêtait à l'école. Elle savait que si ma mère découvrait ça, c'était foutu pour elle. Donc, elles géraient leur bail comme ça, à gauche, à droite. Et ma mère mettait de l'énergie parce que c'était sa famille à elle. Et ces filles-là, elles savaient que si elles refusaient… En fait, c'est un peu comme si tu tends un piège auquel tu ne peux pas échapper.
Si elle refuse de prendre ses filles, on va dire dans la famille qu'elle est très méchante, elle ne veut aider personne, comme elle a réussi, d'après eux, elle ne veut pas prendre les autres enfants de la famille pour les faire évoluer aussi. Mais en les prenant, elle savait aussi que même quand elle les avait prises, si ces filles-là chopaient une grossesse chez elle, on lui aurait encore imputé le tort en disant qu'elle n'a pas su les tenir, ainsi de suite. Et bien évidemment, si elle réussissait, c'était normal. C'était le parcours normal, voilà. Donc, elle accepte donc de prendre ses filles, mais je vous dis, c'était super compliqué ces années-là. Moi qui étais un peu plus petit, tu vois, quand tu es petit, tu vois les choses que les adultes ne voient pas. Je les voyais fricoter avec des gars à gauche, à droite, mais je voyais aussi la fermeté de ma mère vis-à-vis d'elle, par rapport notamment aux relations avec les gars. Tu parles. Ça n'a pas marché comme il fallait. Elles ont commencé, et c'est arrivé à un stade où j'ai senti que ma mère ne pouvait plus contrôler. C'est-à-dire qu'elle commençait déjà à sortir avec des gars, et ma mère n'avait plus de contrôle sur la situation. Donc ma mère est partie revoir leurs parents pour leur dire, vous savez quoi, je suis désolé, mais on ne va pas pouvoir les garder. Okay? En tout cas, on a fait ce qu'on pouvait. Ça fait 4 ans qu'on les a gardés à la maison. Et nous, à ce stade-ci, on va se laver les mains. Donc vraiment, on vous les renvoie. Quand on les a renvoyés dans leur famille, je crois que l'année d'après, les 2 étaient enceintes. Et 3-4 ans après, malheureusement, l'une d'elles est morte du VIH. Un épisode très douloureux pour ma famille, très très douloureux. Et ça a été un vrai signal, une véritable alerte pour moi, sur 2 choses. La première, c'est la beauté, c'est un piège, notamment la beauté féminine. On peut avoir l'équivalent chez les hommes, hein. Mais les atouts naturels sont un piège. Parce que plus tu as d'atouts naturels, et plus ça peut devenir un sujet de chute pour toi, parce que tu ne sais jamais pourquoi les gens viennent vraiment vers toi et quelles sont réellement leurs intentions. Et c'est une image glaçante, parce que quand elle était, celle qui est morte du VIH, quand elle était sur son lit d'hôpital en train de pleurer et de demander à ce que, parce que ma mère est venue la voir à l'hôpital, elle était en train de pleurer, elle demandait que ma mère la sauve, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te sauve en phase terminale de VIH? Et ça a été vraiment un vrai coup dur pour ma mère, pour moi, pour la famille, de se rendre compte que tu ne peux pas, peu importe ce que tu fais, forcer quelqu'un à réussir. J'ai eu un autre cas dans ma famille, et là, à ce niveau-là, c'est moi, un cousin à moi, un très bon cousin, on a le même âge. Et ce cousin-là, c'était le gars classe. Bon, peut-être même qu'il va voir cette vidéo, il va se reconnaître. Hein. Classe, beau gosse, toujours en train d'être bien entouré de petites. Bon, moi, mon opposé, quoi, parce que moi, j'avais pas de succès avec les filles à l'école. Hein. Enfin, déjà, je pense même pas que je cherchais à en avoir, mais moi, j'essayais c'était turbulent, mais c'était plus pour le sport, ce genre de choses. Et lui, c'était le gars beau gosse, toujours bien habillé. Tu sais pas où il prend l'argent pour avoir toujours une nouvelle basket. Bon, après, j'ai su qu'il était dans des trucs un peu louches. Mais pareil, voilà quelqu'un pour qui on a misé, sa maman a misé tout l'argent qu'elle avait. C'est son fils unique. Elle a misé tout l'argent qu'elle avait pour que ce gars-là ait une scolarité décente. Il avait tous les profs de soutien qu'il fallait. Il ne voulait pas étudier. Il ne voulait absolument pas étudier. Il avait tellement la tête à l'extérieur que tous les soirs, il était sorti. On l'a pris à la maison quelques jours. Ma mère a dit en quelques jours. D'habitude, on prend des gens quand même sur des années. Quelques jours, elle a dit non. Mon gars, retourne chez ta mère. Je ne peux pas. Et ce gars-là, on a la même génération. Je ne compte pas le nombre de fois que j'ai essayé de l'aider, de lui envoyer un petit truc. Je ne compte pas le nombre de fois où il m'a raconté des cracks en me disant que oui, il voulait lancer tel truc, tel autre truc. Et au final, chaque fois que je l'ai revu, j'ai toujours eu un sentiment de déception parce que je me suis rendu compte que peu importe l'aide que j'avais pu lui apporter, il n'en avait réellement jamais profité pour se développer. C'était des prétextes pour lui pour soutirer le maximum d'argent, mais en fait, sa tête et son cœur étaient totalement ailleurs. Et ce que j'ai compris, c'est que par contre, s'il est vrai que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à réussir, il est tout aussi vrai que quelqu'un de négatif peut vous entraîner dans sa chute. Parce que le peu de temps que j'ai passé avec lui, quand il a commencé à venir souvent à la maison, même s'il n'habitait pas là, il a commencé à avoir une incidence sur moi qui faisait que je voulais aussi aller maintenant en boîte de nuit.
Chose qui n'était pas du tout dans mon logiciel. Moi, j'allais à l'école, je rigolais avec les copains. À l'école, je rentrais à la maison, j'essayais d'étudier un peu, je regardais la télé, puis je repartais le lendemain. C'était ma vie d'élève. Mais lui, comme il vivait dans les boîtes de nuit, chaque soir, il revenait avec les histoires rocambolesques, comment il avait dragué une petite belle comme la lune. J'ai commencé à avoir envie de ça. J'ai commencé à avoir envie aussi de qui est fou, qui est bête, qui veut rester derrière. J'ai commencé aussi à désirer cette vie-là. Mais tu vas sortir comment? Moi, c'est la prison à la maison. Tu sors comment? La maman, elle vérifie. Donc, tu sors comment? Mais j'ai commencé à avoir des idées pour essayer de tricher, pour pouvoir sortir aussi la nuit, ainsi de suite. Et quand ma mère a senti ça, tout de suite, elle l'a éloignée de moi. Parce qu'elle sentait bien que justement, le fruit pourri, pourrit tout le panier, quoi. Donc, elle l'a éloignée de moi. Et quelques mois après, je suis revenu à ma vie à peu près normale, focus sur mes études, et ainsi de suite. Et de ces deux situations, j'ai vraiment compris que, et ça c'est important que vous l'ayez à l'esprit, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire que quelqu'un réussisse si la personne elle-même ne veut pas réussir. Et c'est tellement important d'avoir ça à l'idée parce que beaucoup d'entre nous, nous oublions ça et nous essayons de nous comporter comme des sauveurs. Parfois, c'est notre propre frère. Moi, je connais des gens qui ont des frères qui sont toxicos, qui sont addicts à la drogue, qui ont tout fait. Tout fait. On a amené l'enfant à la police, au commissariat, à la gendarmerie, à l'asile, à l'hôpital. On l'a amené chez le marabout, chez les docteurs, chez les pasteurs. On l'a amené les enfants partout. Dès que ce gars a une petite opportunité, il se relance dans la drogue. Alors, je comprends bien évidemment que quand c'est ta personne, ton proche, ton fils, ton enfant, ton frère, ta soeur, ce soit difficile de se sentir dans l'échec. Mais la vérité, c'est que vous ne pourrez jamais sauver ces personnes si elles-mêmes ne décident pas de se sauver. Vous ne pourrez jamais aider quelqu'un à réussir si la personne ne veut pas elle-même réussir. Ça, c'est impossible. Vous allez lui envoyer tout l'argent du monde, toute l'aide du monde, tout le soutien du monde. Si la personne elle-même n'est pas décidée à réussir, elle ne réussira pas. Mais faites attention, parce que si vous-même vous ne faites pas gaffe, c'est la personne qui va vous entraîner dans ces histoires, c'est la personne qui va vous entraîner dans ces bêtises. Et par contre, ça c'est sûr, quelqu'un qui est négatif peut vous faire flancher. Autant vous ne pouvez pas faire sortir quelqu'un qui est dans le trou, autant quelqu'un qui est dans le trou peut vous faire tomber avec lui. Ça c'est sûr. Voilà pourquoi j'évite énormément de marcher avec des gens qui ne me font pas grandir. Et j'ai l'impression que j'ai un détecteur dans ma tête. Quand je me rapproche de quelqu'un, peu importe les circonstances, très rapidement, je me rends compte que c'est quelqu'un qui va à minima me faire progresser, stagner ou regresser. Et la plupart du temps, malheureusement, les gens te font regresser. Bien souvent. C'est pour ça que vous allez voir qu'on vous dit d'ailleurs que l'un des éléments les plus importants pour réussir, c'est le cadre dans lequel vous évoluez. Si le cadre dans lequel vous évoluez n'est pas stimulant pour la réussite, vous ne réussirez pas. Voilà pourquoi on vous dit que si vous avez 5 milliardaires autour de vous, vous serez le 6e. Voilà pourquoi on vous dit que si vous avez 5 toxicos autour de vous, vous serez le 6e aussi. Parce que les gens qui vous entourent vont vous définir. Vous ne pouvez pas être neutre par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Et si l'environnement autour duquel vous êtes, c'est un environnement de succès, alors ça va être contagieux, ça va vous toucher, vous allez vous aussi vouloir réussir. Mais si vous êtes dans un environnement de médiocrité, comme c'est souvent le cas, un environnement dans lequel les gens se définissent par ce qu'ils boivent, ce qu'ils fument, combien de femmes ils couchent, ce qu'ils dépensent dans des bêtises, combien de fois ils sont allés à Assini, ce genre de choses, vous n'allez pas réussir. Il faut qu'on soit très clair là-dessus. Si vous êtes à Abidjan, vous êtes à Douala, que dès le début de la semaine, votre tête est à Assini, dès le début de la semaine, votre tête est au week-end, vous n'irez pas bien loin avec ça. Parce que bien souvent, vous allez vous rendre compte que vous marchez avec des gens, en réalité, qui soutiennent un rythme de vie qui n'est même pas de leur. Beaucoup de gens qui vont vivre la Java ne vivent pas la Java avec leurs moyens, notamment quand il s'agit des jeunes. Ils vivent la Java avec l'argent de leurs parents. Vous avez remarqué ça? Beaucoup de personnes vivent la Java avec un argent qui n'est réellement pas le leur. Mais toi, tu vas venir donc t'embouber avec ce genre de personnes. Le fils de la fille de, qui t'amène à Assini toutes les semaines. Et tu dis que tu vas aller aussi à Assini parce que c'est là-bas que tes potes vont. Ce n'est pas tes potes, mon ami. Vous n'êtes pas potes. En réalité, vous n'êtes pas potes. C'est vrai, vous n'êtes pas potes.
Ou alors tu vas aller là-bas avec quelqu'un qui va travailler toute la semaine et qui va aller dépenser ses petites miettes là-bas et à la fin du mois, il n'a plus rien parce qu'il a dépensé tout l'argent tous les week-ends en sortie. Ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Les personnes que je connais qui ont réussi sont toutes, à 100%, des personnes qui sont seules. Et on n'en parle pas assez. Mais les personnes qui réussissent sont bien souvent seules. Parce que plus tu montes, moins tu es compris des gens qui t'entourent. Et moins tu es compris d'eux, et tu as deux choix. Soit tu veux être compris d'eux et tu ne vas plus progresser, tu vas régresser avec eux. Soit tu veux réellement progresser et tu vas t'éloigner d'eux. Ça fait partie des prix que l'on doit être capable de vouloir payer quand on veut réussir, le prix de la solitude. Et ça, il faut être clair là-dessus. Si vous n'êtes pas dans une relation dans laquelle vous vous faites grandir les uns les autres, alors vous êtes dans une relation dans laquelle les autres vous font régresser. Et bien évidemment, le succès n'est pas au rendez-vous dans ce type de configuration. C'est un conseil important que j'avais à cœur de partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Peace.